La déclaration du matin nous provient d'Iran, avec un président iranien qui s'est exprimé à la télévision d'État et qui a déclaré s'excuser auprès des pays voisins, notamment les pays du Golfe, pour les frappes qui ont pu éventuellement les toucher. Il a précisé également que l'Iran ne frapperait plus ses voisins, sauf si, bien sûr, les attaques proviennent de ces mêmes pays. On est d'accord, Michel Derzhansky, que c'est un peu hypocrite, parce qu'en vérité, les attaques proviendront forcément de ces pays dès lors que les bases américaines sont dessus. Je crois surtout qu'aujourd'hui, ça montre à quel point il y a une perte de gouvernance au sein de l'Iran, parce que moi j'ai l'impression que là, s'il s'excuse, c'est, comme je le disais tout à l'heure, il y a 31 unités indépendantes, autonomes, qui mènent les opérations, et qu'aujourd'hui le président iranien soit obligé de s'excuser vis-à-vis des monarchies arabiques, c'est qu'il y a une véritable problématique. Je dirais au-delà de l'hypocrisie qu'il y a dans son énonciation, il y a vraiment ici, je pense, une dissension qui est en train de naître au sein de la gouvernance iranienne. Maintenant, ou est-ce que c'est simplement un pied de nez qu'il est en train de faire et qu'en fin de compte, ils vont continuer à bombarder malgré tout en disant nous sommes en autodéfense. Effectivement, il y a des bases américaines et tant qu'il y aura des bases américaines, nous les considérons comme une agression. Là, effectivement, c'est un truisme. Mais ou c'est un truisme, ou c'est une discordance en termes de gouvernance, soit c'est les deux. Mais ça voudrait dire, si je vous suis bien, qu'il y aurait peut-être plusieurs clans au sein du pouvoir actuel en Iran. Peut-être déjà aussi parce que le président est déclaré comme légèrement plus modéré que ce qu'était Ali Khamenei. Est-ce que ça veut dire aussi peut-être qu'il y a une certaine forme de bataille pour le pouvoir et que chacun essaye d'imposer sa ligne ? C'est donc le chaos, peut-être que les Américains s'en réjouiraient. Le chaos, je ne sais pas. Je pense que c'est trop tôt pour parler de chaos, parce que là, ça voudrait dire qu'effectivement, Donald Trump irait vers cette solution de reddition sans condition. Je pense plutôt qu'il y a des divisions, et effectivement des divisions qui sont soit juxtaboutissent, soit des divisions qui visent à se dire il faut se préserver une porte de sortie. Il faut rappeler que les passes d'Aran, qui aujourd'hui donc sont divisées en 31 unités visiblement, eux détiennent le pouvoir économique et qu'aujourd'hui ils ont peut-être pas envie à la fois de perdre la puissance de la gouvernance et le pouvoir économique, et donc peut-être que certains sont effectivement en train de créer une forme d'inflexion, mais peut-être que c'est qu'une inflexion d'apparence. On ne sait pas, dans ce jeu de pouvoir qui est complètement sombre, puisqu'on n'a pas une visibilité de qu'est-ce qui va en advenir. Je crois que ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a d'autres prises de parole du président. Est-ce qu'il continue cette inflexion vis-à-vis des monarchies ? Est-ce qu'il va avoir d'autres propos vis-à-vis peut-être des Européens qui c'est une sorte de division pour mieux régner, c'est-à-dire expliciter à droite et à gauche que, en fin de compte, ceux qui sont responsables de tout ce chaos sont les États-Unis et les Israéliens, donc ils vont concentrer leurs forces dessus et qu'ils s'excusent auprès des autres de tous les dégâts qu'ils ont pu causer, histoire de minimiser un peu leur responsabilité internationale. Général Norlin, je rappelle cette déclaration du président iranien: l'Iran ne frappera plus ses voisins, sauf si bien sûr ils attaquent en premier. On est en train d'essayer de faire passer l'Iran du statut d'attaquant à celui de victime, on est d'accord ? Oui, bien sûr, hein. Mais il est très difficile, vous savez, de savoir et de comprendre ce qui se passe au sein du gouvernement iranien, enfin de la structure de gouvernance iranienne. Pour l'instant, ça peut être tout simplement un changement de stratégie de la part de l'Iran, cette déclaration du président, pour expliquer que parce qu'ils auraient pris conscience que peut-être la stratégie d'embraser l'ensemble du Moyen-Orient est une stratégie qui n'est pas la bonne ou qui est vouée à l'échec, puisqu'au fond, la conséquence qui était prévisible d'ailleurs, c'est qu'au contraire, il y a une union sacrée contre l'Iran de la part des pays du Golfe. Ou bien ça peut être effectivement le signe de dissension au sein du gouvernement iranien, de la structure de gouvernance, au sein de cette structure. Et donc, ça serait les prémices d'un changement complet dans la situation dans la position de l'Iran et de son gouvernement vis-à-vis de la guerre, et donc peut-être un coin dans ce qui a été jusqu'à maintenant l'unité de commandement de l'Iran, parce que il y a quand même, comme on le sait, 70% de la population qui est opposée au régime actuel. Donc voilà, donc c'est encore un peu tôt pour se prononcer vraiment sur la signification. Comme il a été rappelé, et vous savez aussi qu'il y a l'autonomie des commandements militaires régionaux.
Donc là aussi, il y a aussi une forme de dissension entre le fait que le pouvoir et la possibilité de lancer des missiles et des drones est quand même est très décentralisé. Donc il n'y a pas forcément concordance entre ce qui se passe sur le terrain et les déclarations du président. Voilà, il y a donc ces explications, pour l'instant, doivent être quand même confirmées par ce qui va se passer dans les jours prochains, et ce sera effectivement à observer de près. Il faudra observer de près ces mouvements internes à l'Iran, tout au moins ce que l'on pourra déceler. Oui, ça n'est pour l'instant en effet qu'une déclaration. D'ailleurs, en parlant de déclaration, Hélène, le président iranien n'a pas dit que cela. Il a répondu à Trump qui parle de la capitulation prochaine de l'Iran. Il ne va pas les choses de la même manière. Oui, le président qui réclamait une capitulation totale. Eh bien, la réponse ce matin de Massoud Pezeshkian, c'est de dire que les Américains porteront dans la tombe le rêve de notre capitulation sans condition. Donc, fin de non-recevoir. En même temps, il ne peut pas dire pour l'instant autre chose, le président Pezeshkian, parce qu'effectivement, à la télé iranienne, en plus, il s'adresse aussi à son opinion publique, en tout cas ceux qui peuvent encore regarder, et ses soutiens. Et puis, pour l'instant, l'Iran n'a pas montré de volonté de laisser tomber, de baisser les armes et continue de résister. Il y a une dissymétrie dans les forces auxquelles elle fait face, mais elle a tout de même des drones, elle a tout de même ce pouvoir de nuisance toujours. On voit que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Il y a toujours des attaques, notamment pas que sur les intérêts militaires, mais par exemple en Arabie Saoudite sur des gisements pétroliers. Donc ce pouvoir de nuisance, elle le conserve et ça peut durer encore longtemps. Aurélien Duchesne, vous le voyez d'ailleurs, c'est écrit juste en bas de votre écran, il y a ce 3e porte-avions américain qui va être envoyé depuis les États-Unis jusqu'au Moyen-Orient. Alors c'est pas encore pour tout de suite, c'est dans les prochains jours, mais en tout cas on veut renforcer l'arsenal. On a quand même l'impression aujourd'hui qu'à une semaine de ce début de conflit, on a d'un côté un Iran qui doit s'excuser auprès de ses voisins et qui dit qu'il ne va plus rien lancer, a priori, sauf si bien sûr les attaques viennent de ces mêmes pays, et de l'autre côté un porte-avions américain qui est lancé. Le rapport de force commence à être très sérieusement en faveur des Américains, non ? Oui, surtout que les Américains veulent durer, parce qu'aujourd'hui, les 2 porte-avions américains, c'est plus de 140 avions qui sont basés sur les 2. Là, ce serait jusqu'à 70 avions supplémentaires de combat. Donc, c'est pas toute la chasse française, en gros, déployée sur 3 porte-avions. La deuxième chose, c'est que là, les Américains font 1000 sorties aériennes par jour. C'est le plus haut qu'ils aient fait depuis 30 ans, depuis la guerre du Golfe en 91. Sauf que les pilotes, il y a un moment, si vous faites 3 sorties par jour, c'est-à-dire 3 bombardements ou missions de chasse par jour, vous commencez à vous épuiser. Donc les Américains commencent à devoir remplacer leurs hommes. Il y a les 200 avions, enfin, israéliens de l'autre côté. Les Israéliens ne vont pas tenir non plus ce rythme de bombardement pendant des semaines. Mais soyons d'accord, vous dites qu'il faut remplacer par exemple les pilotes, mais on en a aux États-Unis, il faut juste les faire venir sur zone. Bien sûr, et surtout qu'ils commencent potentiellement à prendre sur d'autres bases, sur d'autres continents. Il y a aujourd'hui près de 500 avions de combat, 500 avions, dont 300 avions de combat américains sur zone, et des milliers de pilotes. Mais là encore, il faut faire des rotations depuis d'autres bases, y compris en Europe. Hélène. Et puis on peut imaginer qu'il y a aussi un travail un peu de maintenance. Ce n'est pas qu'une question de pilote. Et ce que disait aussi Fox News, qui donnait cette information du 3e porte-avions qui allait venir sur zone, la décision n'a pas encore été annoncée. C'est qu'il pourrait aussi être une garantie supplémentaire si jamais, pour renforcer, si jamais par exemple les Houthis décidaient de... Pour la défense. Voilà, pour la défense, si jamais les Houthis décidaient de s'en prendre aux intérêts... Ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont menacé en tout cas de... Ils ont menacé en tout cas, on n'a pas vu pour l'instant, ils ne sont pas pressés pour le faire, en tout cas jusqu'à maintenant, mais c'est peut-être aussi une garantie supplémentaire côté américain. On sait qu'ils aiment mettre les moyens pour se donner le maximum de cartes en jeu.